Début 2025, deux chiffres s'entrechoquent et changent la lecture du monde. Les cargaisons africaines vers l'Europe reculent, mais la valeur par tonne de cobalt, d'or et d'uranium bondit, tandis que des gouvernements testent contrats, monnaies, routes commerciales et exigences de raffinage pour déplacer le point où se capte la valeur. Que ferait Ibrahim Traoré de ce basculement pour vous concrètement ici, quand l'approbation extérieure cesse d'être l'étalon implicite? Chaque chaîne d'approvisionnement doit être relue autrement, car le tempo n'est plus neutre. La promesse de ce récit est volontairement exigeante. Offrir une grille de lecture opérationnelle pour comprendre comment un déplacement discret de la valeur peut remodeler les rapports de force mondiaux. En moins de 30 minutes, l'objectif, c'est de transformer une succession d'annonces techniques en une architecture lisible où chaque décision économique s'emboîte avec la suivante sans effet spectaculaire inutile. Pour le spectateur, le bénéfice est direct. Mieux anticiper les chocs économiques à venir et distinguer ce qui relève d'un bruit conjoncturel de ce qui signale une transformation durable. Les enjeux dépassent les États et touchent entreprises, emplois, prix et choix quotidiens liés aux chaînes d'approvisionnement, dans un contexte où les prises de position d'Ibrahim Traoré servent de repères analytiques plutôt que de slogans. L'enjeu central est donc simple, comprendre comment se déplace le pouvoir quand la valeur change de point d'ancrage. En quelques jours, un chiffre a servi de révélateur brutal, le prix du cobalt a triplé sur les marchés internationaux. Pris isolément, ce mouvement pouvait sembler spéculatif. Associé au déplacement coordonné de plus de 30 milliards de dollars de réserves hors de l'euro, il signalait un changement de contrôle du tempo économique. Ces deux faits forment une mini-révélation. La valeur ne circulait plus selon les routes habituelles, et ce qui paraissait technique devenait politique. Pendant des décennies, l'Europe avait fixé normes, prix et calendrier, tandis que l'Afrique assurait des flux réguliers. Cette stabilité reposait sur trois mécanismes imbriqués: des monnaies arrimées, des contrats de long terme conditionnels et une désindustrialisation rendue rentable par l'importation de produits finis à bas coût. Début 2025, un détail longtemps ignoré est remonté à la surface. Derrière chaque exportation brute, un coût invisible gonflait, et il suffisait qu'un pays suspende ses cargaisons pour fragiliser l'ensemble. Lorsque Kinshasa a conditionné le cobalt à la construction de raffineries locales, l'effet a été immédiat. Les écrans ont clignoté, les analystes ont recalibré leurs modèles, et la dépendance européenne est devenue mesurable plutôt qu'abstraite. Dans ce contexte, les prises de position d'Ibrahim Traoré ont changé de statut. Elles ont été les plus perçues comme des déclarations isolées, mais comme des points d'ancrage d'une dynamique émergente partagée par d'autres capitales africaines. L'ouverture à de nouvelles alliances, notamment vers l'Asie, l'Inde et le Golfe, a élargi le champ des possibles sans rupture frontale. La question n'était plus de savoir si l'Afrique réagissait, mais si elle imposait désormais son rythme. Pour comprendre ce moment sans le réduire à un face-à-face idéologique, certaines figures servent davantage de boussole que de moteurs uniques. Ibrahim Traoré s'inscrit dans ce rôle de repère analytique. Ses déclarations, d'abord perçues comme des formules symboliques, ont progressivement été relues comme des diagnostics stratégiques. Elles ont fourni un langage commun à des décisions déjà en gestation dans plusieurs capitales africaines, rendant lisible une transformation collective plutôt qu'un récit héroïque isolé. Deux microcas permettent d'en mesurer les effets précoces. Au Mali, la suspension de permis miniers détenus par des entreprises françaises n'a pas provoqué l'effondrement annoncé. Elle a déclenché une renégociation accélérée des contrats, révélant que le pouvoir de fixation des règles n'était plus automatiquement extérieur. Les discussions ont changé de registre. Moins de clauses politiques implicites, davantage d'exigences sur la transformation locale et la participation nationale. Au Ghana, l'interdiction d'exporter l'or non raffiné a produit un impact différent, mais tout aussi révélateur. En quelques semaines, des investisseurs ont proposé des cofinancements d'infrastructures de raffinage sur place. La contrainte s'est transformée en levier. Là où l'on anticipait un retrait des capitaux, on a observé une reconfiguration des chaînes de valeur, avec des engagements plus longs et plus enracinés localement. Ces exemples restent limités en volume, mais décisifs par leur signal. Modifier un seul point suffit à déplacer l'équilibre. Avant le basculement, la séquence paraissait presque routinière. Les matières premières quittaient donc les ports africains à un rythme prévisible. Les contrats étaient monnaie renouvelés sans heure visible. Et les marchés européens intégraient ces flux comme une donnée acquise. Cette continuité entretenait une illusion de stabilité. Les signaux faibles existaient déjà.
mais ils étaient interprétés comme des anomalies temporaires plutôt que comme les prémices d'un changement structurel. Le point où se créait la valeur restait hors débat, et le calendrier des échanges semblait figé. L'activation a pris la forme d'un geste jugé symbolique par certains observateurs, mais décisif par ses effets. Conditionner certaines exportations à la transformation locale a déplacé immédiatement la discussion du volume vers la valeur. Les partenaires habituels ont tenté de gagner du temps, invoquant contraintes techniques et besoin de transition. Pourtant, la logique avait changé. Le temps n'était plus un paramètre neutre. Il devenait un outil de négociation assumé. Chaque semaine de suspension redéfinissait les rapports de force. La montée en intensité a été rapide. Lorsque la République démocratique du Congo a suspendu ses cargaisons de cobalt en l'absence de raffinerie locale, l'effet a dépassé les anticipations. En quelques heures, les marchés ont réagi, les prix ont bondi, et les industriels ont compris que la chaîne pouvait se rompre en amont. Dans le même mouvement, la décision ghanéenne d'interdire l'exportation d'or non traité a confirmé que ces gestes formaient une séquence cohérente plutôt qu'une initiative isolée. Le point culminant est arrivé avec la coordination régionale. Plusieurs ministres ouest-africains ont annoncé la suspension simultanée d'une part significative de leurs réserves libellées en euros. Le chiffre a circulé rapidement, mais c'est surtout la synchronisation qui a marqué les esprits. À Bruxelles, les réunions d'urgence se sont multipliées. Dans certains secteurs industriels européens dépendant des métaux critiques, des ralentissements ont été envisagés, révélant une vulnérabilité longtemps sous-estimée. Au cœur de cette séquence, les prises de position d'Ibrahim Traoré ont joué un rôle d'amplification symbolique. Elles n'ont pas causé les événements, mais elles ont fourni un cadre lisible à ce qui se déroulait. En affirmant que l'Afrique cessait d'attendre une approbation extérieure, il a donné une cohérence politique à des décisions économiques dispersées. Cette mise en récit a transformé des initiatives nationales en perception de stratégie collective. Les répliques ont suivi, les ports méditerranéens ont ralenti, parfois jusqu'à l'immobilité partielle. Les analystes ont commencé à parler de rupture d'approvisionnement plutôt que de tensions passagères. En Afrique, l'atmosphère était différente. Ce qui se produisait n'était pas vécu comme une crise, mais comme une restauration graduelle d'un pouvoir de décision longtemps délégué. Cette séquence, activation, montée en intensité, point culminant, puis réplique, avait rompu l'ancien automatisme. Désormais, le tempo ne venait plus uniquement de l'extérieur. Au départ, tout semblait stable et presque rassurant. Les chaînes d'approvisionnement européennes reposaient sur des flux continus de matières premières africaines, intégrés dans des contrats de long terme et des modèles où le risque était marginalisé. Le cobalt, l'or et l'uranium entraient dans les calculs industriels comme des variables prévisibles. Tant que le lieu de transformation restait externe au continent africain, cette architecture paraissait efficace et durable. La dépendance existait, mais elle était diluée dans des moyennes statistiques et des hypothèses de continuité. Le premier écart a été brutal et mesurable. En quelques jours, le prix du cobalt a triplé sur les marchés internationaux. Cette hausse soudaine n'a pas été absorbée par une simple substitution de fournisseurs. Elle a montré que l'offre était rigide à court terme et que les secteurs industriels dépendants ne disposaient pas de marge d'ajustement immédiate. Ce chiffre ne signalait pas seulement une tension de marché. Il quantifiait une fragilité structurelle longtemps sous-estimée. Un deuxième indicateur a consolidé cette rupture. Plus de 30 milliards de dollars de réserves ont été déplacés hors de l'euro lors d'annonces coordonnées. Ce mouvement a révélé que l'arrimage monétaire, présenté pendant des décennies comme un cadre technique neutre, pouvait devenir un levier politique actif. En une décision collective, des habitudes financières profondément ancrées ont été remises en question. Les marchés ont dû intégrer un risque nouveau, et non plus lié à la volatilité, mais à la volonté politique. Le troisième chiffre est structurel et explicatif. Environ 90% du cobalt importé par l'Europe provenait d'Afrique. Cette concentration expliquait l'effet domino observé après les suspensions de cargaison. Elle transformait chaque décision prise à Kinshasa, Accra ou Ouagadougou en variable géopolitique majeure. Ce n'était plus une question de volumes échangés, mais de contrôle du point critique où la valeur bascule d'un acteur à l'autre. Pris séparément, ces chiffres impressionnent. Ensemble, ils dessinent une dynamique cohérente. Le contrôle du tempo est passé du consommateur au producteur. En exigeant transformation locale, audit renforcé et participation nationale, plusieurs gouvernements ont déplacé la création de valeur vers l'amont. Le marché
Habitué à fixer les conditions, s'est retrouvé contraint de les intégrer après coup. Dans ce cadre, les prises de parole d'Ibrahim Traoré ont servi de repère analytique plutôt que de déclencheur. Elles ont relié les chiffres entre eux en proposant une lecture où ces deltas n'étaient pas des anomalies, mais des symptômes d'un changement de paramètres. En liant souveraineté économique et levier quantifiable, ce discours a renforcé l'idée que la transformation était mesurable et non idéologique. La comparaison avant et après est nette. Avant, les prix reflétaient une abondance supposée et une gouvernance externalisée. Après, ils intègrent une contrainte politique assumée. Avant, les réserves monétaires semblaient inertes. Après, elles deviennent mobiles et stratégiques. Ce cadre quantitatif évite les interprétations excessives. Il ne décrit ni un effondrement soudain, ni un simple ajustement conjoncturel, mais une zone intermédiaire où le pouvoir se déplace parce que les chiffres ont changé de sens. Les critiques les plus solides du basculement observé s'articulent autour de deux arguments qu'il faut examiner sans les affaiblir artificiellement. Le premier affirme que la dynamique actuelle n'est qu'un ajustement temporaire. Selon cette lecture, la hausse des prix et les annonces politiques auraient créé une tension spectaculaire mais passagère. Les marchés européens, historiquement résilients, finiraient dites par diversifier leurs sources, renégocier certains contrats et rétablir un équilibre proche de l'ancien. Les suspensions de cargaison ou les exigences de transformation locale seraient alors interprétées comme des épisodes conjoncturels, appelés à se dissiper une fois l'offre réorganisée. Le second argument insiste sur la fragmentation africaine. Il souligne la diversité des intérêts nationaux, les contraintes budgétaires persistantes et les dépendances technologiques encore fortes. Dans cette perspective, l'élan actuel se heurterait rapidement à des divergences internes. Certains États pourraient s'y privilégier des recettes immédiates plutôt qu'un gain structurel différé, tandis que d'autres subiraient des pressions financières extérieures, les incitant à revenir vers des mécanismes traditionnels. La coordination continentale serait jugée trop fragile pour soutenir un déplacement durable du pouvoir. Ces deux thèses paraissent cohérentes sur le papier, mais elles se heurtent aux éléments factuels déjà observés. La première sous-estime l'ampleur des deltas mesurés. Un triplement du prix du cobalt en quelques jours n'a pas été absorbé sans coût. Il a déclenché des alertes industrielles et des ajustements concrets. De même, le déplacement coordonné de plus de 30 milliards de dollars hors de l'euro ne relève pas d'un réflexe opportuniste, mais d'une décision stratégique lourde, difficilement réversible à court terme. La seconde critique néglige un point clé. L'unité n'a pas besoin d'être parfaite pour produire des effets systémiques. Une coordination minimale, matérialisée par des annonces synchronisées et des exigences convergentes, a suffi à provoquer des réactions en chaîne sur les marchés et dans les capitales européennes. La fragmentation existe, mais elle n'annule pas la capacité à agir sur des leviers critiques communs. Les prises de position d'Ibrahim Traoré ont contribué à rendre cette cohérence lisible en nommant un déplacement déjà à l'œuvre plutôt qu'en prétendant l'imposer. En confrontant ces objections aux faits mesurables, un constat s'impose. Ce qui se joue n'est ni une parenthèse rapidement refermée, ni un bloc monolithique sans fissure. C'est une dynamique intermédiaire, suffisamment coordonnée pour déplacer le pouvoir, suffisamment flexible pour s'adapter aux contraintes. Les critiques révèlent moins une faiblesse intrinsèque qu'une persistance à sous-estimer la portée de décisions économiques assumées. Ce point buzz médian ne correspond pas à une annonce supplémentaire, mais à une inversion silencieuse des règles du jeu. Jusqu'ici, le pouvoir semblait résider dans la capacité à fixer des cadres stables et prévisibles. Désormais, il se mesure à l'aptitude à les faire bouger. Ce basculement s'est produit lorsque les décisions africaines ont cessé d'être interprétées comme des exceptions pour devenir des paramètres intégrés par les marchés, obligeant chaque acteur à recalculer en temps réel. Le révélateur a été moins spectaculaire que les chocs initiaux, mais plus décisif. Les industriels européens ont commencé à planifier sous contrainte, non plus en optimisant les coûts, mais en sécurisant l'accès. Les gouvernements ont ajusté leur discours, parlant de partenariats rééquilibrés plutôt que de continuité. Cette inflexion lexicale signalait une reconnaissance implicite. L'ancien automatisme ne fonctionnait plus comme avant. Dans ce moment précis, les prises de parole d'Ibrahim Traoré ont pris une valeur particulière. Non parce qu'elles annonçaient une rupture totale, mais parce qu'elles nommaient le déplacement en cours. En rappelant que la souveraineté s'exerce dans la maîtrise des points critiques, elles ont réduit l'ambiguïté et accru la lisibilité du mouvement. Le milieu du récit marque donc un changement d'angle.
La question n'est plus jusqu'où cela ira, mais comment chacun s'adapte à un cadre déjà transformé. Les effets réels du basculement apparaissent clairement lorsqu'on observe séparément quatre ensembles d'acteurs, chacun touché selon des mécanismes distincts mais reliés par un même déplacement du pouvoir économique. Ce découpage permet d'éviter une lecture abstraite et de mesurer comment la reconfiguration se traduit dans des décisions, des contraintes et des opportunités concrètes. Pour les États, la première conséquence est institutionnelle. La capacité à moduler le calendrier des exportations et à redéfinir les conditions de transformation locales a créé une marge de manœuvre budgétaire et politique inédite. Les gouvernements africains ont pu renégocier sans craindre une réaction immédiate des agences de notation ou des partenaires traditionnels. Cette latitude nouvelle a renforcé la crédibilité interne des choix opérés lors des sommets régionaux. Les interventions d'Ibrahim Traoré ont servi de catalyseur symbolique, en donnant une cohérence politique à des décisions techniques et en affirmant que la souveraineté pouvait s'exercer par des leviers mesurables, plutôt que par des déclarations générales. Pour les entreprises, l'impact est profondément asymétrique. En Afrique, les acteurs miniers et énergétiques et logistiques ont dû intégrer des exigences plus strictes, transformation locale, participation nationale, audit renforcé. À court terme, ces contraintes ont ralenti certains projets et augmenté les coûts initiaux. À moyen terme, elles ont favorisé l'émergence de chaînes de valeur plus intégrées, moins exposées aux chocs externes. En Europe, la situation a été plus tendue. Les industriels dépendants des métaux critiques ont dû arbitrer entre hausse des coûts et sécurisation des volumes, révélant une vulnérabilité longtemps minimisée dans les stratégies d'approvisionnement. Pour les populations, les effets sont plus diffus, mais néanmoins tangibles. Dans les zones urbaines africaines, l'annonce de raffineries, d'infrastructures locales et de nouveaux partenariats industriels a suscité des attentes en matière d'emploi et de formation. Les anciens revenus n'ont pas augmenté uniformément et des ajustements de prix ont parfois accompagné la réorientation des flux commerciaux. Malgré ces tensions, le sentiment dominant a été celui d'un rééquilibrage psychologique. L'idée que les règles pouvaient être discutées et modifiées, et non plus simplement subies. À l'échelle internationale, enfin, le choc a été interprété comme un signal de réalignement. L'Europe a dû reconnaître la fin d'une influence automatique sur ses approvisionnements stratégiques. Les États-Unis ont observé un phénomène qui échappait aux catégories classiques de pression ou d'alliance. La Chine, l'Inde et les pays du Golfe ont proposé des accords perçus comme moins asymétriques, accélérant une dynamique multipolaire déjà latente. Dans ce contexte, les prises de parole d'Ibrahim Traoré ont circulé bien au-delà du Burkina Faso, cristallisant l'idée que le centre de gravité décisionnel se déplaçait. Pris ensemble, ces quatre niveaux dessinent un constat clair. Le basculement n'est ni théorique ni uniforme. Il se traduit par des ajustements concrets, parfois coûteux, mais structurants. La valeur ne disparaît pas, elle change de trajectoire, et ce déplacement redéfinit durablement les options de chaque acteur. Les 12 prochains mois constituent une phase de test décisive, et trois trajectoires plausibles se dessinent à partir des comportements déjà observés. Il ne s'agit pas de prédictions, mais de cadres conditionnels permettant de lire l'évolution du rapport de force sans céder à une vision binaire. Dans un scénario central de rééquilibrage contrôlé, si les États qui maintiennent les exigences actuelles tout en renforçant leurs capacités administratives, un nouvel équilibre dynamique peut s'installer. Les projets de raffinage avancent progressivement, les audits débouchent sur des renégociations ciblées et l'Europe adopte un ton plus pragmatique. Les flux commerciaux se redistribuent sans rupture brutale. Baisse modérée vers l'Europe, hausse vers l'Asie et le Golfe. Dans ce cadre, les prises de position d'Ibrahim Traoré continuent de servir de repères politiques sans accélération excessive ni retour en arrière visible. Dans un scénario plus favorable de consolidation panafricaine, si la coordination régionale s'approfondit, l'élan peut se transformer en bloc stratégique. Une plateforme panafricaine d'échange de matières premières gagne en liquidité et en crédibilité. Des instruments monétaires adossés aux ressources renforcent la stabilité locale. Les industriels européens, confrontés à la nouvelle réalité, investissent davantage sur place pour sécuriser l'accès. Les populations commencent à percevoir des bénéfices plus directs. Emplois qualifiés, diversification économique, moindre dépendance aux importations.
Le tempo devient alors un avantage durable. Dans un scénario plus difficile de friction et de pression, si des divergences internes s'accentuent, l'élan peut se fragmenter. Certains États, sous contrainte budgétaire, pourraient les privilégier des solutions de court terme. Des accords bilatéraux contradictoires affaibliraient de la cohérence collective. En réaction, l'Europe pourrait envisager des mesures mais réglementaires ou commerciales défensives. Le mouvement ne s'inverse pas, mais il perd en lisibilité et en efficacité. Une recommandation de lecture s'impose. Plutôt que de chercher un verdict rapide, il faut observer 3 points de tenue. La continuité des exigences de transformation, la coordination des annonces et la cohérence monétaire. Si ces points tiennent, le basculement s'ancre. S'ils cèdent, la transition s'allonge. La clé n'est pas la vitesse, mais la constance. À ce stade, le basculement cesse d'être une abstraction géopolitique et touche directement le lecteur selon sa position et ses choix. 3 profils permettent d'en saisir les implications concrètes sans réduire la complexité du moment à un message unique ou prescriptif. Pour celles et ceux qui cherchent une boussole personnelle, le récit de 2025 agit comme un révélateur. Il montre qu'un système peut paraître immuable jusqu'au jour où ses points de fragilité deviennent visibles. La souveraineté décrite ici n'est pas un slogan lointain. Elle invite à interroger ses propres dépendances, qu'elles soient économiques, professionnelles ou numériques. Comprendre comment un acteur collectif reprend la maîtrise du tempo aide à reconnaître des marges d'autonomie souvent négligées à l'échelle individuelle. Pour les travailleurs, entrepreneurs et décideurs, les effets sont plus opérationnels. Les chaînes de valeur se recomposent, la localisation de la production devient un critère stratégique, et de nouveaux besoins émergent autour de la transformation locale, de la logistique et de l'analyse des risques. Ce contexte crée des zones d'expérimentation inédites, où anticiper les déplacements de valeur peut orienter des choix de carrière, d'investissement ou de partenariat plutôt que de les subir. Pour les observateurs de l'ordre international, enfin, le moment impose un ajustement intellectuel. Le pouvoir ne peut plus être pensé comme une donnée figée. Les décisions analysées montrent qu'ils circulent et se reconfigurent dès que des leviers concrets sont actionnés. Les prises de position d'Ibrahim Traoré ont contribué à rendre ce déplacement lisible, non en imposant une lecture, mais en nommant un changement déjà en cours. Dans ces 3 cas, le point commun est clair. Le cadre de raisonnement a changé. Ignorer ce déplacement revient à analyser le présent avec des catégories devenues insuffisantes. Pour que l'élan observé se transforme en structure durable, il doit s'ancrer dans une séquence d'actions précises, vérifiables et résistantes au temps. Les prises de position d'Ibrahim Traoré ont rappelé un principe central. Le changement ne se consolide pas par l'intention, mais par l'architecture des décisions. Pour commencer, il s'agit de harmoniser les cadres miniers et monétaires. Les ministères des Finances et des Mines sont responsables de l'alignement des obligations de transformation locale, des taux de participation nationale et des règles d'exportation. L'horizon est de 6 à 12 mois. Les indicateurs de suivi portent sur la proportion de contrats renégociés et la part de valeur retenue localement. Ensuite, l'objectif est de construire une capacité industrielle minimale commune. Des consortiums publics et privés régionaux doivent déployer des raffineries pilotes dans plusieurs pôles stratégiques. L'horizon est de 12 à 18 mois. Les indicateurs sont les volumes raffinés sur le continent et la réduction des exportations brutes. Puis, une autre priorité concerne l'infrastructure panafricaine de paiement. Les banques centrales et les institutions continentales doivent lancer un réseau régional adossé aux ressources naturelles. L'horizon est une phase pilote sous un an. Les indicateurs sont le nombre et la valeur des transactions réalisées hors réseau traditionnel. En parallèle, il faut sécuriser la souveraineté numérique. Les agences technologiques nationales développent normes ouvertes, capacités de stockage régionales et protocoles communs. L'horizon est continu. Les indicateurs mesurent la dépendance aux plateformes externes. Enfin, il est essentiel d'impliquer directement les communautés productrices. Les gouvernements locaux et coopératives instaurent des mécanismes transparents de redistribution. L'horizon est immédiat. Les indicateurs portent sur l'évolution des revenus locaux et la satisfaction sociale. Cette feuille de route ne promet pas une trajectoire sans friction. Elle fournit des points d'ancrage mesurables où la souveraineté cesse d'être un discours pour devenir une pratique. Lorsque l'on revient aux scènes évoquées plus tôt, celles des ports ralentis, des marchés nerveux
et des communautés productrices longtemps reléguées à l'arrière-plan, un fil narratif réapparaît avec netteté. La transformation observée ne s'est pas imposée par un geste spectaculaire unique, mais par une accumulation patiente de décisions cohérentes, souvent techniques, parfois discrètes, mais orientées dans la même direction. Ce sont ces lieux concrets, rarement mis en avant, qui donnent au basculement sa profondeur réelle. Le motif central, esquissé dès les premiers microcas, est celui de la valeur qui cesse de s'échapper. Des raffineries en projet, des contrats renégociés, des instruments monétaires réajustés. Autant de signes d'un déplacement progressif mais tangible. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un héros isolé, mais comme un repère. Ses interventions ont servi à nommer ce qui se produisait déjà, à relier des gestes dispersés en une trajectoire lisible. Le rappel est essentiel. Ce n'est pas une personnalité qui fait le changement, mais la capacité collective à tenir une ligne dans le temps. Les décisions analysées montrent qu'un continent peut cesser de douter de sa marge d'action. Quand la valeur reste, la confiance revient. Cette phrase résume l'émotion sous-jacente du moment, sans emphase inutile. En refermant cette séquence, une certitude demeure. Le centre du récit s'est déplacé, et avec lui la manière de penser le pouvoir. À ce stade, le récit n'appelle ni adhésion automatique, ni rejet réflexe, mais une mise en dialogue lucide. Le basculement décrit ne concerne pas uniquement des gouvernements ou des marchés lointains. Il interroge la manière dont chacun se situe dans un monde où les centres de décision se déplacent sans annonce spectaculaire. Les images évoquées tout au long du parcours, ports ralentis, chaînes industrielles sous tension, les communautés productrices redevenues actrices fonctionnent comme des symboles d'un ordre qui se recompose par ajustements successifs. L'enjeu devient alors intellectuel et collectif. Comprendre ce moment, c'est accepter que les catégories anciennes ne suffisent plus à lire les rapports de force. Les prises de parole d'Ibrahim Traoré, reprises bien au-delà de leur contexte initial, ont rappelé une idée simple. Écouter les signaux faibles devient aussi important que décider. Cette inversion du regard modifie la manière d'aborder les partenariats, les dépendances et les responsabilités. La question ouverte n'est-il donc pas de savoir qui gagne ou qui perd, mais comment chacun choisit de penser et d'agir dans un équilibre en construction. Observer, analyser, débattre font désormais partie de l'action.